Ça va, les yeux s'adaptent? Vous avez eu le temps de déguster des messieurs. Ça fait bizarre quand je dis comme ça. Le whisky était bon. Ok. Voilà, s'il y a encore d'autres personnes qui se trouvent à l'extérieur, vous pouvez nous rejoindre en cours de route. Il n'y a pas de souci. Et ceux qui sont dans le fond, sachez qu'il y a 2-3 places au milieu. Il y a même des places devant. Donc on va entamer la deuxième partie. Oserais-je dire qu'il y a une troisième et dernière partie qui est la partie que vous connaissez tous, en tout cas les habitués connaissent, c'est la partie networking fatalement. Et juste avant, il y aura ce qu'on appelle les live tweets. Les live tweets, on vous donne la parole. Vous avez 30 secondes. Alors pourquoi on appelle ça un live tweet? Justement parce que c'est court, comme un tweet. Vous venez ici, vous prenez le micro et vous annoncez tout simplement ce que vous souhaitez annoncer. Ça peut être de la promo de votre boîte, vous cherchez à embaucher, vous avez un événement à promouvoir, faites-le ici, la parole est à vous. Ce sont les live tweets, ce sera juste avant, tout à la fin, avant la session de networking et juste après le débat mené par Alain Gerlache. Mais avant ça, François Gilson, je vais éteindre les lumières tout doucement. Et je vais te laisser la parole, François Gilson, qui est Country Manager chez Google. Le micro fonctionne, Sam? Les lumières? Je crois. Ok, on est reparti. Bonne soirée. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Peut-être juste d'abord remercier l'équipe du Café Numérique de m'avoir invité. En tant que Liégeois et fier de l'être, je suis évidemment heureux d'être présent aujourd'hui. Ce n'est pas mon premier Café Numérique. Par contre, je dois avouer, honte à moi, que c'est la première fois que je fais un Café Numérique à Liège. Bon, après, c'est la 100e, donc je reviendrai. Voilà, l'idée ici de la présentation, vu qu'on a un public assez diversifié, donc je sais qu'il y a des gens geeks plus familiers avec le sujet, d'autres moins. Donc désolé pour ceux qui connaissent déjà bien Google, mais l'idée c'était simplement, dans un premier temps, de vous montrer l'approche à l'innovation de Google, qui je pense est relativement particulière. Et dans un second temps, vous montrer un petit peu ce qui nous occupe aujourd'hui, quelles sont les grandes préoccupations, priorités du leadership de Google aux États-Unis et ce vers quoi on tend à terme. Alors le titre du slide d'introduction, The Internet is for everyone, ne vient pas de moi, elle vient en fait d'un des inventeurs du World Wide Web, Tim Berners-Lee, qui disait The Web is for everyone. Et je la trouvais intéressante parce qu'elle est relativement en ligne avec la mission de Google telle qu'elle a été écrite par les fondateurs à l'époque, qui est de rendre justement l'information du web universellement accessible et utile pour tous. Et donc je trouvais le lien assez chouette. Ce qui est cool avec cette audience, c'est que je sais que je ne dois pas être en mode défensif et vous convaincre de la valeur ajoutée des nouvelles technologies et des changements que ces nouvelles technologies vont représenter pour les entreprises, les gens comme vous et la société en général. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, il est vrai que pour certains politiciens, certaines industries plus traditionnelles, il y a encore cette peur, cette menace continuelle, en tout cas c'est comme ça qu'elle est perçue, des nouvelles technologies, de ce qu'on considère comme la quatrième révolution industrielle. Et donc j'espère pouvoir vous partager mon enthousiasme et l'espoir qu'on a par rapport à ces nouvelles technologies au travers des slides qui suivent. Mais je vous propose d'abord de faire un gros bond en arrière et de revenir dans ce garage en Californie où l'histoire de Google a commencé, où à l'époque Larry Page et Sergey Brin ont inventé le premier algorithme qui a amené la naissance de Google. Et donc je pense qu'une des questions fatalement sous-jacentes, vu l'évolution de Google aujourd'hui, c'est de se demander comment est-on passé d'un simple moteur de recherche inventé dans ce garage à une société qui aujourd'hui produit entre autres des voitures autonomes robotisées. Et la réponse à cette simple question, c'est l'innovation continue. C'est que Google continue sans cesse d'innover pour justement attaquer de nouvelles problématiques. Et l'innovation chez Google repose en fait sur 3 principes clés que je voulais discuter avec vous au travers de cas pratiques. Premier principe, alors, désolé, je vais faire un peu le Jean-Claude Van Damme, mais je trouve difficile de commencer à traduire des mots qu'on utilise toujours en interne en anglais et rester le plus fidèle possible par rapport à l'histoire de Google. Mais ask big question, bon là, facile à traduire, se poser des grandes questions, mais quand il dit se poser des grandes questions, c'est vraiment des questions fondamentales, existentielles, qui sont finalement relativement faciles à poser, mais difficiles à répondre.
Et donc c'est vraiment l'idée de challenger les normes en présence avec une certaine humilité. J'oserais même dire que c'est un peu cette conviction qu'un nouveau Google va un jour remplacer le Google actuel qui fait que Google aujourd'hui continue à faire beaucoup d'innovations avec une prise de risque relativement grande pour ce qui est devenu une grande multinationale. Une prise de risque qui est même stimulée en interne parce qu'on pense qu'une nouvelle start-up verra un jour le jour et supplantera le moteur de recherche que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce qu'ils disent en anglais bet on breakthrough. Donc bet on breakthrough technology, c'est l'idée de miser sur des innovations technologiques, mais innovation avec un I majuscule. C'est vraiment essayer de repenser des business models. En interne, ils appellent ça 10x thinking, c'est-à-dire penser 10 fois. C'est approcher des solutions existantes et essayer de les rendre 10 fois meilleure que la solution en présence. Et il est parfois plus facile de révolutionner une technologie existante en la rendant 10 fois meilleure, plutôt que d'avoir une approche incrémentale et d'améliorer étape par étape. Ça, c'est un deuxième pilier clé dans l'approche à l'innovation de Google. Et la dernière s'appelle Build for Everyone, donc développer pour tout le monde, et pas pour une petite communauté de privilégiés. Et l'idée ici, c'est un peu de vous montrer, au travers de cas pratiques, comment on approche ces trois piliers. Alors, ask big question. Je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup de produits du coup de Google dérivent de grandes questions que certains ingénieurs ou certains marketeers se sont posées. Juste à titre d'exemple, une question toute simple. Pourquoi finalement limiter la capacité de stockage des emails ? Lancement de Gmail. Pourquoi avoir plusieurs systèmes d'exploitation pour chaque type de smartphone au lieu d'avoir un fichier source unique qu'on pourrait mettre à la disposition de tous les programmeurs ? Lancement d'Android. Pourquoi ne pas avoir une cartographie du monde et des photos des rues en 2 clics de souris ? Lancement de Google Maps et de Street View. Donc c'est quand même des grandes questions existentielles, pas forcément faciles à répondre, mais qui ont abouti sur le lancement de produits à grande échelle que vous connaissez aujourd'hui. Et en soi, le moteur de recherche Google dérive aussi d'une question à l'époque, dans ce fameux garage, qui était: serait-il possible d'indexer les liens du web sur une page de manière à faciliter la recherche des internautes qui retrouveraient tous ces liens sur une seule page. Alors aujourd'hui, le moteur de recherche a fort évolué, mais vous pouvez imaginer qu'à l'époque où il a été conçu dans ce garage, c'était finalement juste une page blanche avec une dizaine de liens bleus. Et donc il n'y avait pas de résultats par image, Google Image, il n'y avait pas de cartographie, Maps, il n'y avait pas Street View, il n'y avait pas de reconnaissance vocale, Voice Search, il n'y avait pas moyen de commander en ligne, Shopping. Et donc par rapport au lien que je vous disais, Ask Big Question, l'une des raisons pour laquelle le moteur de recherche ne cesse d'évoluer, c'est parce qu'on continue de se challenger en interne et de se poser des grandes questions par rapport à la recherche et par rapport à ce que l'internaute attend d'un moteur de recherche. Et donc il y a une évolution continuelle. Et certaines personnes considèrent ce moteur de recherche comme acquis. Nous avons l'intime conviction qu'on en est qu'au début et qu'il y a encore une fabuleuse évolution à venir pour ce moteur de recherche, entre autres grâce à la montée de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais machine learning, je crois qu'on traduit. Comment est-ce qu'on dit machine learning en français ? Apprentissage machine ou apprentissage automatique, je ne sais pas très bien comment. Donc voilà, ça c'est. Alors un autre grand questionnement qu'on s'est posé, moi je n'ai pas eu le luxe de pouvoir être dans ces discussions, mais que certains ingénieurs de Google se sont posés à l'époque, c'était comment rendre l'Internet accessible à des régions, à des personnes très isolées dans le monde. Et donc l'une des solutions qui a été envisagée, c'est d'envoyer des ballons à très haute altitude dans la stratosphère et de les laisser se déplacer au gré du vent dans les zones ciblées pour pouvoir justement, par rayonnement, amener de l'Internet à des personnes qui n'en l'auraient pas via les réseaux mobiles terrestres traditionnels. Ça paraissait un peu fou comme question, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs ballons, comme celui que vous voyez là, qui circulent pendant plus de 100 jours dans la stratosphère pour donner de l'Internet. Et donc, ce que je vous dis a vraiment lieu aujourd'hui et semble être viable d'un point de vue business sur le plus long terme. Et encore une fois, ça dérivait de la question que je viens de vous dire, c'est comment amener de l'Internet à des personnes qui n'en ont pas aujourd'hui. Le deuxième point, donc on mise sur des grandes technologies, des grandes innovations techniques. L'idée étant là, si vous voulez, d'une part, d'essayer de capitaliser sur l'expertise technique de Google en approchant des problématiques à grande échelle.
Et là, j'ai décidé de prendre l'exemple de Google Translate, que je pense que beaucoup de gens connaissent ici, parce que c'est un produit qui a évolué de manière phénoménale, justement grâce à un investissement continu dans des technologies qui ont justement évolué. Il faut savoir que le produit a été lancé en 2001. À l'époque, il permettait de traduire 8 langues. Aujourd'hui, comme vous le savez, il permet de traduire ce que vous tapez, ce que vous disiez, mais aussi, et l'exemple le montre ici, le système est assez intelligent que pour utiliser l'appareil photo de votre smartphone et traduire instantanément un texte qu'il a repéré dans la photo, dans une autre langue, en gardant la même typologie, en gardant le même background, en gardant le même look and feel, de manière complètement instantanée. Ce genre d'évolution a été possible grâce justement à des nouvelles technologies. En 2006, on a introduit un procédé de traduction électronique statistique qui a permis très vite d'augmenter le nombre de langues à traduire. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 langues dans le système. Mais ce qui a vraiment, je dirais, révolutionné Google Translate, et là je vous parle vraiment d'évolution d'il y a quelques mois, on a annoncé un grand bond en avant sur la qualité de l'output et je vous invite vraiment à le tester parce que je sais que le produit a aussi souffert d'une fiabilité qui à l'époque laissait à désirer. C'est l'intelligence artificielle. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a un système d'apprentissage qu'on appelle de bout en bout. Et donc on a évolué d'un système de traduction électronique statistique vers un système de traduction électronique dit neuronal. C'est-à-dire qu'on a injecté une forme d'intelligence artificielle dans le système de Google Translate qui, en analysant des centaines de milliers de fichiers, a créé son propre langage, a créé son propre modèle de traduction pour proposer des nouvelles expressions sémantiques qu'il ne proposait pas auparavant. Et voilà, ça c'est vraiment un exemple criant du deuxième principe, c'est continuer à rechercher et à investir dans des nouvelles technologies pour des produits déjà existants, pour arriver à un produit qui ne cesse de s'améliorer. Ce qui nous passionne particulièrement par rapport à cette opportunité qu'est l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est que c'est une technologie qui devient relativement accessible à n'importe quel développeur. Elle a été packagée pour être finalement facilement utilisable au travers d'un logiciel libre que vous downloadez et puis que vous réinjectez dans votre système avec un peu de manipulation. Et donc ça permet aussi aujourd'hui à des petites sociétés, à n'importe quel développeur, de faire preuve d'une grande dose d'innovation grâce à l'intelligence artificielle. En même temps, les pouvoirs publics, les écoles, les universités ont un rôle clé à jouer dans la diffusion et l'évolution de ces nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle. Et là, je prends l'exemple de la voiture autonome de Google, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'a pas été du tout inventée par Google. Le concept, en fait, a été pensé par des étudiants de différentes universités, dont celle de Stanford. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google a amené la technologie à maturité grâce à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en me disant que la majorité des grands constructeurs automobiles vont bientôt lancer leurs voitures robotisées, justement grâce à cette montée de l'intelligence artificielle. Donc c'est tout un écosystème d'acteurs qui permet ces avancées. Et alors le troisième et dernier pilier, Build for Everyone. Là, j'aime toujours utiliser le fameux test de la brosse à dents que le leadership de Google soumet souvent à nos équipes produits ou à nos ingénieurs. Quand on discute une innovation, quand on discute un nouveau service, le leadership demande si le produit en question qui est discuté va passer le test de la brosse à dents. C'est-à-dire si, comme une brosse à dents, d'une part, il répond à une problématique réelle, une brosse à dents permet d'avoir une hygiène buccale et d'éviter des maladies, et si, comme une brosse à dents, il a à terme le potentiel d'être servi par des milliards de personnes une fois par jour. Si le produit répond à ce test de la brosse à dents, il y a une grande probabilité qu'il va être lancé dans une version bêta et qu'il va évoluer au cours du temps pour peut-être à terme toucher des milliards de personnes comme la brosse à dents. Ce que je veux amener comme point, c'est que, et pour refaire un peu le lien avec la mission de Google, nous partons du principe que l'accès aux technologies, l'accès à l'information ne devrait pas être un luxe, mais finalement un droit. Et que vous soyez un investment banker dans la City à Londres ou ce Maasai Kenyan dans le fin fond du Serengeti, nous estimons que l'expérience web que vous avez, indépendamment de l'endroit, indépendamment de l'appareil que vous utilisez, devrait être la même. Il y a aujourd'hui 7,5 milliards d'habitants sur la planète et encore aujourd'hui que 3 milliards de personnes qui ont une connexion Internet. Et donc si je vous pose la question dans cette salle, qui a au moins un appareil connecté sur lui aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez lever votre main? Voilà, donc je pense que le point que je veux amener, c'est que vous avez tous, ou nous avons tous, toute l'information du monde, toute la puissance informatique du monde dans notre poche de pantalon. Mais le nous reste malgré tout une minorité au niveau planétaire. Et donc oui, ces avancées technologiques ne sont pas encore distribuées de manière égale. Et ça, c'est un petit peu, je veux dire aussi notre credo, c'est d'essayer d'amener ces technologies chez tout le monde. Pour ce faire,
Google repose sur des milliers de partenariats dans le monde pour pouvoir justement essayer de diffuser ces avancées technologiques. Prenons l'exemple de YouTube. La propagation et l'amélioration de notre inventaire de vidéos en ligne, qu'elles soient éducatives, didactives ou même juste fun, repose fatalement sur le bon vouloir de créateurs de vidéos, d'éditeurs de contenu, qui eux-mêmes utilisent la plateforme YouTube pour après prospérer et croître. Tout ce que Google fait aujourd'hui en termes d'innovation ne serait pas possible si on n'avait pas des partenariats publicitaires qui, in fine, financent ces infrastructures, financent ces salaires, financent tous ces produits que nous mettons gratuitement à la disposition de nos consommateurs. Et donc, ces partenariats sont la bulle d'oxygène de Google qui permettent justement d'avoir cette diffusion et de pouvoir toucher une masse critique. Et là, je vais prendre l'exemple d'Android. Android qui est vraiment, à mes yeux, peut-être un des partenariats les mieux réussis de Google dans son évolution. Larry Page et Sergey ont toujours considéré le smartphone comme un appareil qui allait devenir incontournable, bien avant même l'existence d'Android. Mais je ne vous apprends rien en disant qu'avant qu'Android existe, le marché des systèmes d'exploitation mobile est extrêmement fragmenté. Il y avait des codes en termes de développement pour les programmeurs différents pour chaque type d'appareil, ce qui rendait l'accès à l'innovation et je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, mais la scalability, donc amener l'innovation à grande échelle, très difficile et très coûteuse. Et en mettant ce code Android standardisé et libre à la disposition de tous les programmeurs, le marché du mobile est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a 1,5 milliard d'appareils Android actifs dans le monde. C'est ce qui fait que chaque jour, il y a plus d'appareils mobiles Android que de naissances humaines. C'est ce qui fait que Google a reversé 7 milliards d'euros uniquement l'année dernière, à nos partenaires développeurs. Et donc c'est tout cet écosystème de partenaires qui fait que Android est devenu le succès qu'on lui connaît. Alors la grande question, c'est what's next ? Qu'est-ce que Google nous réserve ? Alors je vais être très humble en vous disant que je ne le sais pas moi-même. J'ai pas le boule de cristal et je n'ai pas le luxe de pouvoir être dans les grandes discussions qui ont lieu aux États-Unis. Néanmoins, j'ai ma petite idée sur les priorités, on va dire à court terme. Et donc je voulais vous montrer 2-3 choses qui vivent aussi dans le bureau de Bruxelles. La première, c'est que vous avez peut-être suivi il y a quelques mois, c'était en fin 2015, le grand changement en termes de structure de société que le groupe Google a connu. Ils ont créé en fait un holding qui s'appelle Alphabet, en dessous duquel Google a été rattaché. Et ils l'ont fait pour 2 raisons. D'une part, il y avait vraiment, on va dire, une certaine demande des marchés financiers pour avoir une plus grande transparence financière sur un groupe Google qui était devenu gigantesque en termes de nombre de sociétés, en termes de nombre de services. Et donc, il était difficile pour les marchés financiers de voir un petit peu parmi toutes ces marques services Google, lesquelles étaient rentables, lesquelles étaient en croissance. Et donc, voilà, il y avait une attente de mieux splitter les différents business de Google sous ce holding d'Alphabet. Mais la deuxième, qui est la plus importante, c'est que Alphabet permet aujourd'hui justement à d'autres entités du groupe qui ne font pas partie de Google d'opérer de manière beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre, beaucoup plus risquée, et donc de tester de nouvelles innovations qui seraient peut-être plus difficiles à mettre en place dans un grand groupe comme Google, du coup, et d'attaquer des problématiques qui sont peut-être un peu plus éloignées du business model de Google. Et donc là, pour en citer quelques-unes, ce sont des sociétés comme certaines que vous connaissez peut-être bien, comme Nest, les thermostats et caméras intelligentes, mais aussi Calico dans le domaine de la santé, Sidewalk dans tout ce qui est Smart City, X, ce fameux laboratoire d'innovation à haut potentiel comme les fameux ballons que je vous montrais, ou Verily, qui est aussi dans le secteur de la santé, la société qui a développé cette lentille contact intelligente qui permet pour les diabétiques de mesurer en continu le taux de glucose dans la larme du patient. Elle est commercialisée, on peut la trouver, de nouveau grâce à un partenariat avec la division ophtalmologique de Novartis. Et donc, ce genre de grande innovation a le potentiel, en tout cas on l'espère, de permettre à des diabétiques de traiter leur pathologie autrement qu'en se faisant des injections plusieurs fois par jour. Alors, pour revenir sur la société pour laquelle moi je travaille directement, Google, nos ambitions, on va dire, à moyen terme, reposent sur une conviction fondamentale, celle qui veut que le monde d'aujourd'hui va évoluer de l'ère du smartphone vers l'ère de l'intelligence artificielle partout.
Ça, c'est une grande conviction qu'on a et qui donc influence énormément de décisions business qu'on prend en local comme en régional. Vous voyez tous ces produits Google, tous ces produits Google relativement récents, comme par exemple le nouveau téléphone Pixel ou l'assistant Google Home dans votre maison, qui sont équipés du nouveau logiciel qu'on appelle en anglais Google Assistant, donc je traduis l'assistant Google, et qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Et donc ces nouveaux appareils que vous voyez aujourd'hui ont la possibilité de vous offrir une information encore plus contextuelle, encore plus pertinente dans un contexte extrêmement personnalisé. Et ça, c'est grâce justement au percée de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et donc, pour l'avoir vraiment vu en vrai à l'époque où on avait fait une conférence aux États-Unis, ce genre d'outils aujourd'hui peuvent répondre à des requêtes relativement plus complexes, comme par exemple demander dans votre salon à l'assistant Google Home joue-moi la chanson de Shakira du film Zootopia. Et le système va être assez intelligent pour aller retrouver la chanson de Shakira du film Zootopia. Ou si vous demandez aujourd'hui au moteur de recherche Google tout seul, commande-moi une pizza de chez Pizza Hut, 4 fromages, et fais-la moi livrer ce soir à la maison, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous commencez à interconnecter tous ces appareils via l'assistant Google, nous pensons sincèrement que la requête que je viens d'exprimer sera bientôt une réalité. Grosso modo, vous serez en train de conduire dans votre voiture, vous demanderez au tableau de bord de votre voiture, en tout cas s'il est connecté avec Android, de passer commande chez Pizza Hut. Vous recevrez peut-être une notification sur votre smartwatch que la commande a été passée. Et quand vous arriverez à la maison, votre Google Home vous dira que la pizza arrive dans 15 minutes. Et ça, voilà, le machine learning qui ouvre une nouvelle ère, une nouvelle tendance dans l'ère informatique, le rendra bientôt possible. Voilà. Je ne pouvais pas finir cette présentation en faisant un petit clin d'œil sur un autre segment qui est absolument clé pour Google, qui est, et Bruno en a déjà touché un mot, le cloud computing ou enterprise cloud, qui est pour nous, en termes de croissance, quelque chose de phénoménal. C'est un business qui croît avec 3 chiffres et qui a le potentiel, à terme, de peut-être devenir encore plus grand que le marché de la publicité en ligne. Pour la simple et bonne raison que, comme Bruno l'expliquait, le cloud est accessible et sera à terme utilisé par tout type de société, qu'elles soient gigantesques comme, je parle de clients actuels de Google et qui utilisent toutes ces applications comme Walt Disney ou PricewaterhouseCoopers, mais aussi des millions de petites et moyennes entreprises. Et donc ça, c'est aussi pour nous une grande priorité et le cloud dans sa globalité, un vecteur de croissance important. J'ai l'habitude de terminer mes présentations par un petit clin d'œil européen, mais je vois que je suis déjà en retard. Je passerai juste 2 messages, et je sais qu'il n'y a pas de politique dans la salle aujourd'hui, mais je trouvais important d'avoir une petite dimension socio-économique pour aussi expliquer comment nous pensons que des sociétés européennes pourraient prospérer dans cette mutation digitale. Il y a, je pense, 2 priorités. La première, nous devons continuer à motiver nos politiques, certainement au niveau européen, à essayer de construire un marché du numérique unique en Europe, pour avoir une taille critique aussi grande, par exemple, que les États-Unis. Aujourd'hui, il est très difficile pour une start-up européenne de pouvoir surfer sur le numérique parce qu'il y a encore trop de barrières législatives, administratives entre chaque pays européen. Donc il faut essayer de casser ces barrières, il faut essayer de standardiser les législations et créer un marché numérique unique qui permettra d'avoir cette masse critique. Et le deuxième problème, il a aussi été cité par Bruno, c'est le manque de compétences numériques. La Commission européenne a montré que d'ici 2020, il y aura plus d'1 million de jobs vacants uniquement en Europe par un manque de compétences digitales. Et donc là, je pense qu'on a aussi un lobby à faire au niveau des pouvoirs publics et au niveau des écoles pour équiper les Européens de tout âge et de tout horizon à avoir les bonnes compétences digitales pour pouvoir remplir ces jobs. Voilà, je finirai juste en répétant que la priorité de Google aujourd'hui, c'est de développer des solutions qui répondent à des problématiques profondes, le fameux big question, qui sont réellement novatrices et porteuses de valeur, le bed on breakthrough, et qui sont accessibles à un maximum de personnes grâce à nos partenariats. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais demander aux 3 intervenants de prendre place. Donc, pour respecter le timing, on va de toute façon terminer à 22h. C'est une promesse. Vous aurez vos 5 dernières minutes, comme on disait quand on avait la télévision en noir et blanc, Bruno, pour faire votre live tweet. Et donc, nous avons 25 minutes de débat intense.
Alors moi, je vous ai bien écouté. C'est vrai que c'est la 100e, on est content. Il y a le bar, il y a le whisky. On est un peu enthousiaste. Mais quand je prends un poil de distance par rapport à tout ce que vous avez dit, Bruno, dans 2 jours, il y aura un nouveau président des États-Unis qui manifestement n'a pas la même vision économique que celle qui est développée en Californie et ailleurs. Joost, à Liège, il n'y a pas encore Uber. À Bruxelles, c'est difficile. Et l'Union européenne n'est pas tout le temps tendre avec Google. Est-ce que, au lieu de croire que le monde nouveau est arrivé, on n'est pas plutôt dans l'ère je vais faire comme François, dans l'ère du backlash? Est-ce qu'on n'est pas entré dans l'ère du retour de manivelle par rapport à toute une série d'idées généreuses qu'on avait il y a quelques années encore? Bruno? Alors moi je pense pas, parce que quand on voit l'adoption rate, donc quand on voit les différents produits innovants qui sont arrivés ce dernier siècle, on n'a jamais eu une vitesse d'adoption aussi rapide pour arriver à des nombres très importants d'utilisateurs. La jeune génération allez, on est tous les deux plus des perdreaux de l'année, mais on utilise ça intensément. Savoir, Toi, encore plus que moi. Oui. Donc, tu n'as pas arrêté de tweeter. Donc, et alors, dans les entreprises aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui ne craint pas ce volet numérique. Donc, les entreprises doivent s'adapter. Elles vont le faire. Donc, que ce soit dans le monde professionnel, dans la vie privée, l'évolution est là. Il n'y a aucune évolution qui a été profonde, et donc il n'y a aucune technologie de rupture qui s'est faite